C'est le retour de la pause pour la deuxième partie de l'émission. On passe au Burkina Faso maintenant, où la loi de mobilisation générale a été prorogée d'une année. Le gouvernement a adopté un nouveau décret portant prorogation de la durée de la mobilisation générale et mise en garde, rapporte le compte rendu du Conseil des ministres. C'était le mercredi dernier. L'adoption de ce décret permet la prorogation de la période de mobilisation générale et mise en garde de 12 mois pour compter du 19 avril 2024. C'est ce qu'indique le gouvernement de transition. Il ajoute que cette disposition légale vise à continuer la mobilisation des ressources, de restaurer la sécurité et assurer la protection des populations et de leurs biens contre la menace et les actions terroristes. Le capitaine Ibrahim Traoré avait décrété la mobilisation. C'était en avril 2023 au regard de la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays. À Clé-sur-Essor, cette mobilisation générale, on connaît les conséquences et que ça impose, comme je le disais tantôt, une mobilisation des ressources, la restauration de la sécurité, la protection des populations. Même les populations civiles sont mobilisables. Est-ce que dans le contexte aujourd'hui, cette prorogation répond au contexte? En réalité, en matière de droit, une fois que l'état d'urgence n'est pas levé, je pense, ils ont dit qu'il y a les terroristes au Burkina Faso, peut-être. Donc, une fois que la sécurité n'est pas totale, où on déclare les terroristes, on a venu à bout. Bon, il peut même faire le nombre d'années qu'il veut par rapport à la mobilisation générale. D'autant plus que aussi, ce sont les pays où pas forcément l'Assemblée nationale n'existe pas comme on le conçoit, où on peut aller discuter ces gens de sujets. Personne ne conteste les décisions du capitaine. Et donc, c'est cela. Moi, c'est que je ne sais pas pourquoi dans certains pays en Afrique ou en Afrique générale, on n'a pas tendance à faire jouer le rôle du Parlement. Les séances de choix, on demande 3 mois et on renouvelle. À ce moment, on a un regard sur la demande. Mais je l'ai dit, j'ai accusé entre-temps, je pense que c'est sur ton plateau ici, notre Parlement sortant, on a demandé 6 mois, ils ont donné 1 an, automatiquement lors de Covid-19, et ils ont réitéré même la dernière fois, on a prolongé 3 mois, ils ont donné encore. Donc je pense que c'est une sorte d'abus, mais comme le Burkina Faso est dans un problème lié au terrorisme, bon, on peut se dire que c'est la seule arme qu'il a trouvée pour mobiliser des gens. Sauf que moi, je suis toujours contre ces de mobilisation. On peut trouver une autre manière de faire venir des gens volontairement. Mais ici, dans ce qu'il a dit, on mobilise des gens contre leur gré. Tu critiques un peu le régime, on t'envoie sur le terrain. Et tu as tel bien, et on sait qu'on peut s'en servir, on recrute, on t'exproprie de ce que tu as. Donc tout ça là, je pense, j'ai vu la plupart des pays en guerre, comment ça se faisait. Même en Allemagne nazie, dans le temps d'Hitler, c'est pas comme ça qu'on a fait. On cherche au moins l'assentiment de la personne concernée pour que ce ne soit pas quelqu'un qui vend la mèche, qui vend le secret de vos secrets à votre ennemi. Parce que quand il est courroucé, il a été manipulé et tout ça là, il cherche à se venger. Il peut facilement aller dire à votre détracteur que voilà la voie pour les avoir comme ça. Donc, en clair, je ne me suis pas surpris, mais je dis que ça ne doit pas se passer comme ça normalement. Georges, côté mobilisation générale, est-ce qu'il n'y a que du bon dedans? En fait, faut enlever le micro. Allez-y. On va passer d'abord à Samson et on reviendra à vous, Samson. Maoulolo Aridja, est-ce que côté mobilisation générale, il n'y a que du bon dedans quand on prend le contexte burkinabé? D'abord, il faudrait analyser les chiffres pour comprendre que cette prorogation de la mobilisation générale était prévisible au fait. Sur le seul mois de janvier, on a eu au total 500 morts, environ 500 morts, des personnes qui ont été assassinées dans les attaques terroristes. Et l'insécurité était telle que ça débordait même sur le Bénin voisin. On a eu au total environ 4 militaires qui ont été tués au Bénin voisin dans des attaques terroristes qui ont débordé depuis le Burkina. Donc lorsque, sur un seul mois, celui de janvier, on a environ 500 personnes qui meurent dans des attaques terroristes, je pense qu'il
est de bon ton que cette loi soit prorogée, d'autant plus que l'armée burkinabé n'a pas des effectifs pléthoriques. Contrairement à des pays comme le Niger et le Mali, le Burkina n'a pas bénéficié de tellement d'appui de soutien logistique et financier matériel des partenaires qui aujourd'hui ne sont plus des partenaires comme la France et les États-Unis. Donc l'armée burkinabé n'a pas un nombre de combattants assez élevé. Maintenant, cette loi dit clairement qu'on peut prendre n'importe quel jeune homme et quelle jeune femme âgée de 18 ans et l'envoyer au front si les besoins se font sentir. Mais aussi, ça dit quelque chose de plus que ça. Ça dit aussi que les populations civiles peuvent eux-mêmes s'organiser et former des groupes d'autodéfense qui seront encadrés par les autorités civiles et militaires. Je pense que bien gérer, cette situation peut permettre de venir à bout du problème du terrorisme parce que c'est un pays qui vraiment fait face à un problème sérieux. On est à peu près à 80% du territoire qui échappe complètement au contrôle de l'État central. Le problème chez nous en Afrique, c'est qu'on pense qu'à un moment donné, il faut donner le recours. Tu vois, en droit ou dans la démocratie, qu'il le faut. Oui, sauf que le Burkina... la personne fait du bien ou pas, il faut limiter le pouvoir. Oui, mais sauf que le Burkina n'est pas en démocratie. Il y a eu un coup d'État, la constitution est suspendue, le Parlement n'existe plus, donc c'est un régime d'exception. Et dans un régime d'exception, il y a des règles d'exception. Je ne dis pas que cette mobilisation est la meilleure solution qu'il faut trouver, mais c'est une solution qu'ils ont eue à défaut d'avoir la CEDEAO ou d'autres pays qui les viennent en aide. C'est une solution qu'ils ont pu trouver. Maintenant, les risques d'abus existent. Et malheureusement, c'est ça que moi je crains, parce que sur l'année passée, des anciens ministres, des anciens diplomates qui ont critiqué ouvertement le régime du jeune capitaine Traoré, en disant notamment que celui-ci avait une connotation un peu trop népotique et donnait l'impression de s'attaquer à certains groupes ethniques. Des gens qui ont voulu sortir, ce qui n'est pas complètement faux, parce que moi j'ai rencontré des Peuls à Lomé qui m'ont dit qu'ils sont à Lomé parce qu'ils craignent pour leur vie. Donc, ce qui n'est pas complètement faux. Est-ce qu'il le fait sciemment ou est-ce qu'à un moment donné, l'armée confond tout le monde et finalement tape un peu partout sur tout le monde? Ça, je ne saurais le dire. Mais le risque de débordement existe et c'est ça qu'il faudrait que les sociétés civiles cherchent les voies et moyens pour combattre. Sinon, c'est une solution comme toute autre. Le Togo aurait été dans la même situation. Peut-être qu'on aurait aussi choisi cette solution-là pour pouvoir faire face aux troupes terroristes. Justement, Georges, ce que dénoncent les organisations de la société civile, c'est les abus dans l'application de cette mesure-là. Déjà, quand il y a coup d'État, il y a déjà abus. Parce que si vous venez au pouvoir par la force, je pense que l'idéal pour lui aujourd'hui, c'est de continuer dans la force parce que l'argument, c'est qu'il y a des terroristes et il faut les combattre. En fait, c'est déjà ce qui prédisposait la population même et à soutenir le coup d'État ou bien les coups d'État et peut-être à soutenir dans sa majorité le fait de sortir de la CEDEAO, comme CEDEAO était devenu le bourreau qui exigeait qu'il y a un peu de transparence, qu'il y a quand même cette intervention des autres parties prenantes, des autres acteurs, pour que quand même le jeu soit quand même un peu libre et qu'il y a quand même ces critiques-là, critiques constructives quand même, qui permet à l'État de faire les examens possibles pour pouvoir limiter ces abus. Mais malheureusement, tout ce qui va à l'encontre des désirs et de la vision du capitaine Ibrahim sont des gens qui ne sont pas bienvenus dans le pays. Mais imaginez que quand même, si on ne peut pas, parce qu'il y a question de rôle, si on ne peut pas quand même venir gérer le pays à sa place parce que c'est lui qui a fait son coup d'État et qui gère le pays, quand même qu'il laisse les autres donner leur avis sur un certain nombre de choses. Et leur avis, c'est tout à fait normal. C'est des gens qui ont parlé. Le fait de parler dans sa chambre, le fait de parler sur les médias, le fait de parler, c'est pas quelqu'un qui vient pointer l'arme sur toi. Même. Est-ce que en même temps, est-ce que ce n'est pas un peu décourageant, démobilisant, j'allais dire, lorsque on est dans une lutte antiterroriste avec toutes les pertes qu'on connaît, avec les efforts de l'armée, qu'il y ait des gens qui ne fassent rien, mais qui aient un smartphone pour critiquer? Oui, mais en fait, c'est question de rôle, parce que lui-même, il est venu pourquoi? C'est que quelqu'un était aux affaires et
lui aussi l'a chassé parce qu'il se dit qu'il ne le fait pas bien. Lui qui a pris le smartphone, lui, c'est encore mieux parce que lui, il a pris les armes pour chasser. Ça veut dire que si l'autre aussi avait les armes, il allait venir le chasser parce qu'ils estiment que ce n'est pas la bonne manière de résoudre le problème de terrorisme. Chacun a sa vision de voir les choses. En fait, il faut seulement se mettre dans la peau de l'autre et puis le problème est résolu. En fait, c'est ce problème-là qu'on a dans plusieurs de nos pays où les gens ne se mettent pas dans la peau de l'autre. Aujourd'hui, c'est lui le chef de l'État. C'est lui qui gère le pays. Les autres auront que à dire. C'est à lui de choisir de faire ce que les autres disent ou non. Maintenant, pour ce qui concerne la démobilisation, si effectivement l'intention est de démobiliser, là il saura. Parce que eux aussi pensent que ce qu'il est en train de faire, c'est pas la meilleure. C'est tout simplement ça. Puisque le ministre aussi vit dans le pays. Si les terroristes arrivaient à prendre le pays, il ne sera pas en paix. En fait, c'est ce que lui aussi il craignait. L'avocat, je crois, le balai de quoi là qui a été séquestré finalement, qui se retrouvait en prison. Et eux aussi, ils donnent leur avis par rapport à un certain nombre de choses, c'est seulement leur avis. En fait, c'est un peu ça. Du moment où on ne l'a pas insulté, du moment où on ne l'a pas diffamé, alors que lui-même, il a dit que certains de nos citoyens sont en prison parce qu'on dit qu'il a diffamé tel, il a fait ceci, qu'on doit quand même désengorger les prisons parce qu'il faut quand même à un moment donné arrêter de faire un certain nombre de choses. Je pense qu'il doit s'ouvrir, c'est ce qui manque à ces trois présidents de la transition, c'est l'ouverture, qu'ils soient ouverts pour écouter quand même du moins les autres acteurs sur un certain nombre de choses, quitte à lui de le faire ou de ne pas le faire, parce que c'est lui qui sera comptable envers, c'est-à-dire que envers la population, et l'histoire retiendra que c'est en son temps qu'on a résolu le problème de terrorisme ou non. Donc en fait, s'il faisait mieux, l'histoire va retenir ça. Alors, comme je l'ai dit, le fait de pouvoir envoyer, par exemple, des populations civiles au front, et c'est surtout ceux qui sont les plus critiques qu'on envoie au front, il y a aussi la mobilisation des ressources. Ça veut dire, pendant cette période, l'État peut décider d'appliquer certaines taxes ou certaines retenues et tout ça. Comment pensez-vous que les Burkinabés vivent finalement cette période de mobilisation générale? Ils vivent dans la peur, avec la peur au ventre. C'est ce que je vous dis. Et quand vous parlez, aujourd'hui j'apprécie beaucoup le discours de Georges. Il y a des gens, quand vous parlez, ils pensent que vous êtes contre la personne. Mais c'est les méthodes et la manière de faire de la personne qu'on a. Parce que peu importe ce qui arrive, les gens sont après des individus. Et ils ont le droit de dire certaines choses. Et ça t'aide en fin de compte. Quand on dit des choses que tu ne fais pas bien, en tant que dirigeant, tu analyses et tu fais de la meilleure façon. Ce que vous ne prenez pas. Il y a une histoire, et lors de la guerre de sécession, il y a un journaliste qui a empêché Abraham Lincoln d'envoyer des soldats au sud pour aller combattre. Mais il a pris l'enfermé. Mais à la suite, Abraham est venu, c'est là où il a créé la conférence de presse qu'on fait aujourd'hui. C'est lui qui a mis ça. C'est là où il dit que, au moment où il a fait ça, il regrette. Mais pour les amener à le comprendre, il organise qu'à partir d'aujourd'hui, les journalistes auront accès à tout ce qui est à la présidence, tout ce qu'il veut. Et c'est ça qu'il a fait. Donc, c'est quelqu'un qui a compris finalement que, ça, je ne dois pas faire. Parce que les gens pensent à un moment de guerre, il faut marcher sur la population. Tout ce que tu dis, moi, imagine qu'on prend un jeune de 18 ans, inexpérimenté, il va aller à la guerre. Tout le monde ne peut pas faire. Georges l'a déjà dit, chacun son rôle. Peut-être celui qui est derrière son smartphone, comment il est en train de dire, ça aussi, ça va montrer au président, il y a tel fait, il y a tel. De toute la façon, il y a eu encore, pas plus d'un mois, il y a encore des attaques où on a tué des villages. Donc, ça maintenant ne marche pas aussi efficacement que cela. N'oublions pas aussi que le gars de Balès, là, c'est le gars, grâce au gars là que Blaise Compaoré a été renversé. Donc, ce sont des gens qui, en réalité, sont des patriotes pour la bonne marche du pays. Donc, il n'y a pas un président qu'on ne peut pas critiquer. Il doit comprendre ça. Peu importe ce que tu fais, les critiques, en réalité, t'aident à mieux être. Et je ne sais pas ce que les conseils disent au capitaine. Sinon, moi, de mon côté... En même temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi un bon côté? C'est-à-dire, vous critiquez, d'accord. On conçoit que c'est votre rôle.
allez au front, faites l'expérience, comme ça, Non. ça va nourrir votre C'est ce critique. que je dis, chacun joue son rôle. Ouais. La dernière fois, moi, je pensais que... Vous savez, il est plus facile de Oui, Samuel, critiquer je pensais- lorsque... Vous savez, quand vous êtes peut-être un fan de football, c'est très facile de critiquer les joueurs. C'est normal. C'est C'est normal. C'est le rôle du spectateur. Oui, le De dire joueur est- le but là, J'ai fait ma grand-mère peut une marquer petite ça. analyse. De J'avais- Sandor dans l'arène, avec un fusil à bandoulière, Non, ce n'est pas... attaquant noir des Chacun doit terroristes. jouer son rôle. Oui. Le nez ne joue pas le rôle de la bouche, l'oreille ne joue pas le rôle. C'est que, voilà, le gouvernement ou la population, l'État, c'est comme les membres du corps. À clair, c'est ça, je comprends. Mais est-ce que vous vous rappelez qu'après je ne sais plus si c'est la première ou la seconde guerre dite mondiale, au niveau de l'Europe, on a arrêté des gens, on les a tondus parce qu'on les a jugés de collabos, des gens qui n'ont pas soutenu les actions, Oui. qui ont été critiques. Ils ont été Le lavés Le après. Burkina Faso est dans un moment de crise. Est-ce qu'on n'a pas besoin de toutes Oui, les Samuel, énergies? ce qui s'est passé avec les Blancs, les gens là doivent nous apprendre. Ah, il y a des élections, pas commun. Est-ce que vous savez qu'on a dû laver la famille de général Pétain par rapport à ce qu'ils ont subi? Parce qu'on les a jugés de collaborer avec l'Allemagne. Donc, on a suivi tout ça. Mais après, on les a lavés. On a dit qu'en ce moment-là, on dit c'est grâce à lui que Paris a été sauvé. Parce que s'il n'avait pas signé, l'Allemagne allait détruire totalement Paris. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Vous voyez, moi, je n'ai rien contre les personnes là, eux-mêmes, elles-mêmes. Le problème, c'est que on doit comprendre que c'est le rôle que chacun doit jouer cela. Et je disais que moi je prenais les gens de réseaux sociaux comme c'est de l'abus. Et ils disent non, j'ai dit je vais sur les médias, je fais mais on m'a tendu téléphone pour faire parler de... J'ai eu des difficultés. C'est que tout ce qu'on me demande, c'est ça m'étonne, mais j'ai vu que chacun a son rôle, il le joue bien. J'ai ils bavardent tout 2 heures de console. On m'a donné 30 minutes pour faire un commentaire. J'ai eu des difficultés. Parce que eux, ils préparent comment il faut bavarder et ils le font. Ça m'a étonné. Oui, Il y a aussi, c'est le business, hein, parce mais que je ça- pense que ça quand, paye aussi, hein. quand on Les fait, vues sur quand on les fait un réseaux coup sociaux. d'État, quand on fait un coup d'État, on est dans un régime d'exception. Et je pense que l'une des premières règles que les putschistes mettent en place, c'est d'interdire les activités politiques. Ce n'est pas parce qu'ils sont forcément des non-démocrates ou parce qu'ils ne croient pas à la démocratie au fond d'eux, mais parce qu'ils viennent souvent dans des situations critiques et qu'ils ont besoin... Ils ont suspendu, ils ont encore remis la constitution en place. Et qu'ils ont besoin... Ils ont fait tout. Oui. Quand ils ont mis le Parlement, c'est que l'organe consultatif, ce n'est pas vraiment un parlement parce qu'il doit aller vers une transition. C'est le Parlement. Mais c'est l'organe consultatif. Ils ne sont pas élus. Ils ne sont pas élus. Donc on ne peut pas parler de parlement. On va parler de parlement. Donc je pense d'abord que la mobilisation générale n'a pas été inventée par le capitaine Traoré. Au cours des 2 guerres mondiales, on a mobilisé des jeunes de moins de 18 ans pour aller combattre au front. Lorsque le régime est un régime d'exception, lorsque le régime, pas volontairement, en Allemagne, pas volontairement, en France, dans beaucoup d'autres pays, en Angleterre, les gens allaient au front volontairement. En Russie, les gens allaient au front volontairement. Et c'est la Russie qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale, pas les États-Unis, parce que c'est eux d'abord qui sont entrés dans Berlin. Les gens allaient volontairement. Donc ils n'ont pas inventé la mobilisation générale. Ils ne font que l'appliquer parce qu'ils sont dans une situation d'exception. Et nous avons vraiment intérêt actuellement au Togo que le Burkina s'en sorte. Parce que si jamais le Burkina devient un Somalie, les pays comme le Togo et le Bénin auront de sérieux problèmes. D'abord dans la gestion des réfugiés. Ce n'est pas ce que nous disons. Et dans la gestion des activités, de ce qui peut être comme conséquence et tout ce qui va autour. Même donc, il y a un gouvernement qui fonctionne. Même en Somalie, à Mogadiscio, quitte Mogadiscio, va 200 km, tu vas mourir. Ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Ils sont dans un hôtel, ils sont protégés par l'ONU. Ça, ce n'est pas un gouvernement. Ça, ce n'est pas un gouvernement. Donc, la mobilisation générale, je sais que ça peut donner lieu à des abus. Mais dans un contexte où vous n'avez pas le contrôle de 80% de vos territoires, c'est normal que le jeune qui est à Ouaga se plaigne qu'on veut l'envoyer combattre au front. Mais le jeune qui est à Dori, le jeune qui était à Ouaga, vous pensez qu'il a la même perception de la chose? Non. Donc, dans un système. Aujourd'hui pour vous larguer au nord si du pays. 80% du Togo. Non, même 1% du territoire. Non. La mobilisation générale n'a pas été décrétée quand 1% du territoire burkinabé était contrôlé par les terroristes. On a décrété l'état d'urgence. Il a été décrété quand l'année passée, en 2023. On parle du Burkina, monsieur. On parle du Burkina, oui. Et moi, je vous dis, le Burkina n'a pas décrété l'état de mobilisation générale quand 1% de ton territoire était attaqué par les terroristes. Non. Il a fallu que 80% et même plus soit attaqué pour que ce monsieur décide finalement d'envoyer les jeunes au front. Et je pense que vous, si demain on vous dit que les terroristes sont à Agné, je pense que c'est vous-même qui allez vous engager. Je ne pense même pas qu'on va vous demander de vous engager. Parce que vous saurez que c'est un devoir national. Ça, je suis sûr que vous le ferez, parce que moi je le ferai. Donc du coup,
Ils sont dans une situation d'urgence et ils trouvent des solutions comme ce qu'ils peuvent. Maintenant, quand il faut qu'ils fassent mettre en place des garde-fous pour éviter qu'il y ait des abus, je suis d'accord. C'est ce qu'on te dit qu'il y a pas de garde-fous. Mais, oui, et je dis, j'ai bien dit dans mon précédent discours que la société civile doit maintenant œuvrer pour mettre en place des garde-fous pour qu'il n'y ait pas des abus. Une fois qu'on arrête Les ministres qui ont été arrêtés parce qu'on suppose qu'ils ont été à l'origine de cette situation en travaillant avec les gouvernements précédents. Je ne sais pas, je n'ai pas leur dossier en main. Mais la société civile burkinabé, qui est une société civile très forte comme la société civile sénégalaise, peut activement travailler pour mettre en place des garde-fous. L'un des responsables. Oui, on n'a pas détruit l'organisation. On a attrapé un responsable, on n'a pas détruit l'organisation. Vous êtes en Afrique, hein? Je suis en Afrique. Et je sais que ce n'est pas la tête. Il y a beaucoup de personnes. Il y a Rasmani Zinaba qui a été attrapé, qui a été libéré et qui a joué aussi un très grand rôle dans le départ de Compaoré. Donc, ils sont dans un régime d'exception. Ils ne peuvent qu'adopter des mesures d'exception. Que ces mesures-là soient efficaces, que ce soit la meilleure chose à faire ou pas. On peut discuter de ça, mais pour l'instant, je ne pense pas que voir la tête d'un pays comme le Burkina avec 80% de pays qui vous échappent, quelle solution vous avez trouvé? Et heureusement d'ailleurs que ce n'est pas seulement ça qu'ils font. Ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils cherchent des partenariats, ils essaient de travailler à la création d'une force conjointe avec les autres pays de l'AES. Et moi, j'espère qu'ils pourront trouver une formule pour pouvoir finalement briser le terrorisme. Parce que c'est toute l'avenir de l'Afrique de l'Ouest qui est en jeu. Georges Hérault, finalement, ça veut dire que la société civile burkinabé n'a plus grand mot à dire aujourd'hui dans la gestion de la cité? Parce que tout le monde craint. Mais c'est ça. C'est malheureusement ça. Puisque si vous dansez et vous voulez à vous apprécier, ça devient compliqué. Il faut quelqu'un qui est dehors, quelqu'un de l'extérieur qui apprécie, qui vous dit vous dansez bien ou que vous ne dansez pas bien. Mais si même vous notez l'hypocrisie ou bien la malhonnêteté dans sa décision, quitte à vous de voir si vraiment ça coïncide avec quand même la musique. Je pense que en muselant la société civile, il est en train de fermer la porte à certaines informations qu'il pourrait avoir si cette société arrivait à parler, à dénoncer un certain nombre de choses. Moi, je ne parle pas de la mobilisation, parce que la mobilisation, c'est tout à fait normal. Parce que à un moment donné, quand il y a péril en la demeure, oui, il faut que tout le monde participe. Et c'est normal. Sauf qu'il faut trouver des moyens pour recadrer, pour qu'il n'y ait pas de débordement. Et c'est ce qu'il doit faire. Puisque le jeune qui a pris l'arme, la fin du terrorisme, ça doit se préparer. Comment on va préparer ça pour que demain, qu'il ne puisse prendre l'arme pour attaquer, pour pas des gangs comme Haïti. Exactement. Comme Haïti. Donc je pense que c'est ce qu'il faut seulement préparer, puisque ce n'est même pas au temps d'Ibrahim qui a les VDP. Non. Les VDP étaient là bien avant lui. Ibrahim. Moi, là où moi, je suis un peu dérangé, c'est lorsque les gens donnent seulement leur avis sur un certain nombre de choses. Surtout que vous êtes en période de lutte contre le terrorisme. Tout ce que vous mettez à dos devient de facto des potentiels terroristes. Exactement. Et donc, leur famille, leur ethnie, tout ça là, devient quand même des gens qui donnent l'accès ouvert. Et c'est d'ailleurs, quand j'avais écouté l'interview de Damiba, j'ai compris que la différence entre Damiba, ça ne peut qu'être ça. Puisque pour Damiba, les terroristes, ce ne sont pas des gens qui sont venus de l'extérieur, c'est encore les Burkinabés. Ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas les Russes, ce ne sont pas les Français, ce ne sont pas les Anglais. C'est encore les frères burkinabés qui sont quand même des Burkinabés le jour et la nuit devient autre chose. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas en fait aggraver la situation, parce que le fait d'aller tuer des terroristes, il y a des risques d'erreur. Ça se passe un peu partout. Même au Togo, il y avait eu des risques d'erreur. Mais il faut faire en sorte que ces risques d'erreur soient quand même réduits, soient minimisés, pour que la population ne devienne de plus en plus terroriste. Aujourd'hui, c'est lui qui est le putschiste au pouvoir. Quand je dis ça, c'est pour dire qu'il a fait quand même un coup d'État. Demain,
une autre personne peut voir sa vision et dire non, ce n'est pas la vision que nous voulons. On veut rectifier. Et voulant quand même implémenter sa vision, peut s'organiser avec les autres pour le renverser. Et dans ce cas-là, il serait quelque part pour dire je voudrais qu'on le fasse ainsi, ainsi de suite. Donc créons des conditions pour que quand on est de l'autre côté, qu'on puisse quand même avoir accès à un certain nombre de choses. Permettez maintenant qu'on passe au dernier sujet, c'est le Togo. On évoque donc l'adoption par le Parlement togolais d'une nouvelle constitution. Les députés s'étaient réunis donc au Parlement pour adopter à 89 voix pour, une voix contre et une abstention une nouvelle constitution pour la République togolaise. Et donc si cette constitution est promulguée par le président de la République, disons clairement que le Togo change de république, passe de la 4e à la 5e république avec des changements notables, notamment le régime politique qui devient désormais un régime parlementaire. Le centre du pouvoir exécutif sera désormais détenu par le Parlement, qui va élire le président de la République, mais ce sera juste un président qui va inaugurer les chrysanthèmes, puisque la réalité du pouvoir sera détenue par le président du Conseil des ministres, ce qui peut s'apparenter à une sorte de premier ministre qui a la pleine autorité du pouvoir pour gérer les affaires du gouvernement et d'être tenu responsable en conséquence. Et donc, en termes plus simples, le président du Conseil des ministres devient celui qui représente le pays à la place du président de la République. Bref, il y a un certain nombre de changements. Georges Hérault, question simple. A-t-on vraiment besoin de ça aujourd'hui au Togo? Bon, je ne dirais pas d'emblée oui ou non, parce que, à vrai dire, je ne connais pas encore le contenu de cette constitution qu'on vient de voter. Et donc, je ne sais pas, la constitution qui a été votée à 89 sur 91, ça veut dire que les élus du peuple quand même ont trouvé opportun qu'il y a un changement. Et je pense que, étant quand même les élus, la représentation nationale, ils ont fait le boulot, le job à la place du peuple. Et c'est leur rôle, puisque chacun joue son rôle. Moi, étant le vice-président national chargé des affaires économiques de clé, nous sommes extra-parlementaires et nous n'avons pas vocation à aller voter une loi ou à voter la Constitution. Et donc, les prérogatives leur permettent aujourd'hui de voter et de d'abord connaître la Constitution, ce qui a été écrit, et de le voter ou pas. Mais si plus de 89%, plus de 89 sur 91 ont voté, ça veut dire qu'il y a quand même pour eux la nécessité d'aller à la 5e République. D'accord. Aller à la 5e République, Samson Arlidja, c'est un chamboulement total de République. Hein. Oui, exactement. Même si le texte n'a pas encore été promulgué, on sait quand même que le rôle du chef de l'État ou du président de la République ne sera finalement qu'honorifique, et qu'on aura un président du Conseil des ministres dont le mandat n'est pas limité, qui va exercer la réalité du pouvoir. Donc, ce n'est pas une nouvelle dans le monde. Je pense que des pays comme l'Allemagne ou l'Italie fonctionnent sous des régimes parlementaires. Ce qui choque et ce qui divise un peu l'opinion publique togolaise, c'est qu'il y a beaucoup de suspicions. C'est-à-dire, on a un camp, les partis de l'opposition, qui estiment que c'est une manœuvre du parti au pouvoir pour pouvoir se maintenir au pouvoir de façon illimitée, parce qu'ils estiment que le jeu électoral n'est pas clair. C'est-à-dire que même si les règles sont là, l'arbitre et les observateurs ne sont pas neutres. Donc, on n'est pas sûr que l'arbitre dira vraiment le droit. Et je pense que c'est vraiment ça le problème actuellement avec cette nouvelle république dans laquelle nous allons nous embarquer sûrement dans les jours à venir, parce que le président dispose de 15 jours pour promulguer ce test. Donc, je pense qu'au-delà de tout ça, il faudrait aussi qu'en Afrique, on commence sérieusement par réfléchir au système politique que nous devons adopter. Parce que ce n'est pas les institutions qui font les sociétés. Oui, mais en même temps, parce que là, vous dites quelque chose de très intéressant. Quand on commence par réfléchir, est-ce que vous pensez qu'il y a une véritable réflexion? Je ne parle pas du laboratoire qui aurait réfléchi. Oui. Une véritable réflexion nationale derrière ce qui s'est fait. Je pense que des gens se sont assis
Oui, c'est pour ça que qu'ils ont... abstraction faite du laboratoire. Après fait du laboratoire, il y a certaines personnes qui ont jugé bon de pouvoir changer ce système présidentiel pour aller vers un système parlementaire. Il peut y avoir des arguments. L'argument phare que moi j'ai écouté, c'est par exemple que dans un pays comme le nôtre, le fait d'avoir 2 élections consomme beaucoup de ressources. C'est-à-dire le fait d'avoir une seule élection finalement résout des problèmes. Parce qu'une seule élection, on a les députés, après les députés... On aurait pu organiser des élections générales. On aurait pu organiser des élections générales pour ça, pour résoudre le problème aussi. C'est ce que j'avais donné aussi comme réponse. Donc la réflexion, oui, elle est là. Maintenant, est-ce qu'elle est forcément bien orientée? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. À Cléson Esson, l'un des arguments phares qui est opposé à cette nouvelle constitution, qui n'est pas adoptée, n'est pas encore adoptée, mais c'est que quelque chose d'aussi sérieux qui chamboule la République, il faut consulter le peuple. Oui, et je vais répondre à cette question. Donne-moi 2 secondes pour une petite bifurcation là. La Deuxième Guerre mondiale a terminé quand on a bombardé Hiroshima et Nagasaki. Et ce qu'on avait libéré, c'est le débarquement en Normandie, le débarquement de la Provence qui a donné, et non l'attaque ou la prise de l'Allemagne. Donc ce n'est pas la Russie qui a gagné la guerre pour voir les Russes. Non. C'est les Russes qui sont premièrement rentrés à Berlin. C'est pas celui qui est rentré. Si. La Pologne s'est libérée elle-même. Non, j'ai même des problèmes avec l'appellation guerre mondiale. D'accord. Revenons au Togo, occupons-nous de nos affaires. Sur ce qu'on dit, arrêtez, tout est chamboulé dans ce qu'on a fait comme nouvelle constitution. Parce que ça n'a pas respecté, disons que il y a un vice de procédure, il faut le dire ainsi. Parce que les députés là, c'est eux qui ont fait révision constitutionnelle en 2018. Ils savaient très 2019. Ils savaient très bien que il y a la constitution ou le régime dans lequel nous étions n'est pas bon. Mais ils n'ont rien dit. Maintenant, ils attendent que quand le mandat finit. Et quand ils sont venus, et le mandat est en train de finir, on a un projet, ils sont là, et ils prennent le salaire gratuitement, et ils ont dit... Bon, gratuitement, non, ils travaillent. Non, ils disent que, d'après ce que le règlement dit, c'est les affaires urgentes. Ça veut dire que ce n'est pas normalement ce que les députés font. Ils sont là pour gérer les affaires urgentes, parce qu'il n'y a pas le... Donc ça veut dire que ce n'était pas le boulot qui leur était dévolu qui joue. Maintenant, si, pour les affaires urgentes, est-ce que le changement de la Constitution est une affaire urgente? Non. C'est pas ça. Parce que même si c'est le peuple qui leur a donné ce mandat, je pense le mandat que le peuple leur a donné est fini. Et on est à 1 mois, 2 mois d'une assemblée renouvelée. Ça veut dire que ceux qui veulent venir, les tests là, on peut venir les discuter. Arrêtez, l'opposition ne dit pas dans sa globalité que les tests est mauvais en soi. Mais la manière de le faire, c'est ça le souci. Si je pense qu'on a demandé un 5e pour qu'il y ait référendum. Et moi, je me dis que une affaire aussi délicate... Le référendum, c'est les 2 tiers. Parce que quand il y a 4/5e... C'est le cas, c'est quelqu'un qui demande à ce que la passe, qu'on peut demander. Et les 2 tiers plutôt. Maintenant, moi, je pense qu'il y a le cadre, le CPC, où cette histoire, on peut l'amener au CPC pour discuter, parce que on est en période électorale. La chose la plus urgente, c'est éviter les crises, les affrontements. C'est ça qu'il y a à ce moment. Maintenant, ils laissent le CPC, ils n'ont pas informé le CPC, et ils viennent, ils tablent, on dit que 21 députés sont dit qu'il faut changer de régime. Arrêtez. Le problème de nos pays africains n'est pas changement de régime pour eux qu'on sort. Non. Le régime présidentiel dont on parle, c'est ça qui a marché en France, c'est ça qui marche aux États-Unis. Il n'y a pas rien, il n'y a rien qui crée problème par rapport à ce régime. Et on nous dit que le régime parlementaire qu'on nous amène, ce sont des nouveautés. Non, le régime parlementaire est le plus vieux régime. C'est ce que la France l'avait expérimenté avant de revenir au régime présidentiel. Il y a un danger quand ce sont les députés qui dirigent. Je me rappelle en droit en première, on nous dit que en France, le Parlement peut tout faire, sauf charger un homme en femme. C'est-à-dire qu'il y a le pouvoir absolu du Parlement par rapport au régime parlementaire. Et ce qu'on ne comprend pas, si c'est pour nous arranger, pour faire de bonnes choses, pourquoi ne pas faire un débat autour de ça, ou convoquer un colloque, ou demander pourquoi ça puisse... Il y a les partis politiques qui sont là. Pourquoi ne pas demander au moment où le président même a prorogé parce qu'on n'est pas prêt à les élections qu'on allait là-bas. Mais moi, je me dis que c'est fait mal à la population, parce que imagine le citoyen togolais lambda, elle se confronte à beaucoup de choses en même temps. Élections, tes problèmes, tout est mélangé. On ne peut pas, il faut qu'on torture trop ce peuple. Il faudra qu'on revienne de meilleurs sentiments pour que les... Moi, je pense que quelqu'un dit, le président a encore son
veto. Le président peut dissoudre le Parlement et la loi là ne passe pas. Parce qu'il a cette prérogative. Parce que il peut simplement ne pas promulguer. S'il ne promulgue pas, la loi va rentrer en vigueur d'elle-même. C'est ça le problème. C'est que si les 15 jours passent, la loi va rentrer en vigueur. Il peut demander une deuxième lecture. D'abord, et ça, il peut demander. S'il demande la deuxième lecture, sinon, la loi, si les 15 jours passent, le président n'a rien dit, ça va automatiquement. Moi, je pense qu'il n'est pas encore trop tard parce que jusqu'à présent, je ne vois pas l'urgence de cette nouvelle constitution. Ce qui pose problème, je l'ai dit, parce qu'on parle beaucoup de l'article 144 de la Constitution qui dit que l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République et à 1/5 des députés. Je ne sais pas ce que les juristes vont me dire, mais je crois qu'une révision constitutionnelle est différente d'un changement de constitution. Est-ce que le changement de constitution peut relever du Parlement? Bon, en fait, c'est les hommes de droit, les juristes qui nous diront ce qui n'est pas interdit. Ils nous trompent tout le temps, donc moi je veux l'avis du politique. Il dit ce qui n'est pas interdit est permis. Non, il y a quand même un mot, on a parlé de révision. Oui, est-ce qu'on a parlé de l'initiative de la modification? Oui, c'est ce que je dis, la Constitution ne l'a pas dit. Du changement. Est-ce qu'on a parlé de ce dont vous n'avez pas le pouvoir, vous ne pouvez pas le faire. Mais ce dont ce n'est pas interdit, c'est permis. Ça veut dire que la Constitution n'a jamais dit que quand il y aura changement de régime, c'est elle qui doit le faire. Là, il y a changement de constitution. Oui. Et quand ça engage le pays, en fait. En réalité, le constitutionnel congolais ici, c'est le peuple. Et on a un parlement où plusieurs partis ne sont d'ailleurs même pas représentés. C'est pour cela que je demande, est-ce que dans le cas d'espèces au Togo, est-ce qu'il a été dit que quand il y aura changement, comme tu viens de le dire, est-ce que c'est elle qui doit le faire? C'est pour cela que je dis, quand ce n'est pas interdit, que les 1/5 ne puissent pas se prononcer sur la Constitution. Parce que quand on parle de changement ou qu'on parle de modification, c'est pour se prononcer sur la Constitution. Mais si la loi nous dit que les 1/5 peuvent faire parler sur la Constitution, c'est déjà clair. Soit la révision. Le mot révision, là, moi, c'est au mot que je m'intéresse. Puisque nous n'allons pas rentrer dans de jeux de révision, de changement. On y est déjà. Mais malgré ce que Georges dit, l'article 49 dit que tout ce qui touche au mandat du président, il faut le faire par référendum. Mais maintenant, ce qui est en train d'être dit, tout ce qui touche au mandat du président, en quoi? Parce que le mandat présidentiel, la durée du mandat présidentiel ne peut être révisée que par référendum. La façon dont il est élu. Oui. En fait, ce que vous venez de dire tout à l'heure, que quand il faut toucher au mandat présidentiel, c'est-à-dire en termes de révision, il faut qu'il y ait un référendum. Mais c'est ce que je vous dis. Ce n'est pas une révision qui a été faite. Oui, c'est ça. Ça fait un changement de constitution. Est-ce que ça, c'est le rôle du Parlement? Est-ce que le Parlement peut changer une constitution? Est-ce qu'il y a une prédisposition de la Constitution qui a parlé de ça? Oui, de lorsqu'il dit déjà qu'il faut un référendum pour changer le mandat du président. Non, vous parlez du mandat du président. De la façon dont il est élu dans tout. Parce que ici, dans notre cas d'espèce, le président qui importe. Non, ici, il y a le président. Il y a les attributions du président. Tout. La durée de son mandat. Il y a une loi organique qui parle des attributions du président. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Oui. Le problème des acteurs politiques, surtout en Afrique et précisément au Togo, c'est la question de rôle. Tout à l'heure, j'ai été écouté parler du CPC. Le CPC n'est pas un organe de décision. Non, je n'ai pas le CPC. J'arrive. Patiente-toi, j'arrive. Le CPC, est un organe de proposition. Le CPC ne remplace le Parlement ni le gouvernement. Non. Il n'a jamais dit ça. Il a dit discuter. Patiente-toi, parce que je vois que pas du tout. C'est important. Il fallait préciser. La parole. D'accord, on va. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du CPC, tous les partis se retrouvent là-bas. C'est pourquoi le CPC existe. Je te dis que
deux tiers du temps que tu m'as donné, c'est Akleso qui a pris. Non. Je parle. Non, c'est la première fois qu'il coupe la parole. Non. Je pense que c'est ce qu'il disait. On aurait pu en débattre là-bas de l'opportunité d'une nouvelle constitution. En fait, ce qui se passe aujourd'hui. Vous vous rappelez la commission Awanana? Oui. Elle avait fait le tour du Togo pour poser le débat. Et jusqu'à ce que la phase de Lomé, c'est ce qu'on attendait, il y a eu les événements avec Tipi et Tchadam. Donc on ne peut pas... On est avec une matière très sérieuse. La loi fondamentale du pays. Je pense, Samuel, ce que je suis en train de dire aujourd'hui sur ce plateau, c'est que actuellement, nous, pour ce qui concerne le test, on n'a pas connaissance de ce test. Maintenant, nous sommes en train de... Nous sommes mais et peut-être par quoi, par réseau ou bien non, on a vu le test a été voté officiellement. Le test a été voté. Les juristes sont partis, mais vous êtes un parti politique. Si vous ne l'avez pas fait, c'est que votre branche juridique a un problème là. Au niveau du parti, vous demander à l'Assemblée nationale de vous adresser. Vous êtes un parti légalement constitué. On ne l'a pas encore. Nous qui l'avons consulté. Non, Samuel, donne-nous. C'est rien du tout. Nous l'avons consulté. Vous pouvez l'exposer des motifs, il est là. Les juristes sont passés sur les médias, ils en ont parlé. Samuel, on va tourner maintenant la parole à Samson. Là, moi, j'ai encore un problème parce que quand je regarde le texte, on dit la réalité du pouvoir se trouve donc désormais aux mains du président du Conseil des ministres, élu pour un mandat de 6 ans. Renouvelable X fois. Oui. Mais j'ai un problème avec cette formulation. Parce que si le président du Conseil peut être destitué, pourquoi on met une durée de son mandat? C'est ce que mon ami Akleso voulait dire. C'est-à-dire, c'est toute une mayonnaise. C'est une loi qui est un peu difficile, dont on ne comprend ni l'utilité, ni les moutures pour le moment. Parce que, comme tu l'as dit, il peut être destitué, mais finalement, on met un mandat. Donc, on ne comprend pas. C'est-à-dire, on a un président de la République qui est quand même élu sans débat. S'il est élu sans débat, qu'est-ce qu'il va dire aux gens? Comment les gens se présentent? Qu'est-ce qu'il va dire aux gens pour que les gens votent pour lui? Où il vient, on voit s'il est beau, et puis on dit, bon, il peut passer. Je ne sais pas comment ça va se faire concrètement. C'est un peu ce qui choque. Dans les pays comme l'Italie, dans les pays comme l'Allemagne, où on a un chef de l'État qui ne joue qu'un rôle honorifique, c'est des pays qui sont issus d'une réunification. Donc, comme c'est des anciennes provinces qui se sont réunies finalement, on choisit quelqu'un, on se dit, bon, lui, toi, tu es le garant de notre unité. Mais dans la réalité du pouvoir, on le donne à quelqu'un d'autre. Est-ce que dans les pays comme le Togo, on est issu d'une réunification? Non, pas du tout. Si c'était encore on s'était réunis avec le Togoland britannique, je pouvais encore comprendre que ce titre-là a un sens. Mais, donc du coup, on ne sait pas vraiment l'aventure dans laquelle on s'engage, ni quels seront les tenants et les aboutissants. Et je pense que tout est encore possible. On peut encore, par un mutisme simplement, ou par la décision de dissoudre l'Assemblée nationale, arrêter cette aventure-là et leur proposer après, à travers un référendum, en faisant un travail de pédagogie, parce que la pédagogie n'a pas été faite. Pas du tout. Ce n'est pas comme l'ancienne constitution de 92 qui a été votée à 97%, où il y avait un travail de pédagogie réel pour que les gens comprennent ce qu'il y avait dans le test. Là, actuellement, beaucoup de gens ne savent toujours pas dans quoi on les embarque et ne comprennent pas les tenants et les aboutissants. Donc, on peut revenir toujours avec la nouvelle Assemblée sur cette loi-là en référendum. Si c'est une bonne chose, je pense que les Togolais pourront juger et adopter cela. Akleso? Moi, ce qui me chagrine, c'est que la constitution qui était là et qu'on a modifiée en 2002, je pense, ou bien en 2002, c'était 2019, le Premier ministre qui avait tout le pouvoir. Oui. Ça ne plaisait pas aux gens. Ils ont décidé comme il le faut et ils ont changé eux-mêmes. Maintenant, on vient ici et il n'y a pas l'opposition qui crée un problème. Le pouvoir même décide encore en acquaintance avec certains députés pour qu'ils reviennent encore. Je ne sais pas à quoi on joue finalement. Puisque après 5 ans, on se bascule. On bascule en présidentielle. Puisque ce n'est pas bien. Parce que le prochain député peut peut-être d'ici 5 ans rechanger tout ça. Là, mais quand vous faites comme ça, l'instabilité politique. La constitution n'a plus de valeur. Donc, il faudrait qu'on arrive à avoir des institutions fortes. Mais si ça va se facile, parce que moi je ne sais pas en quoi les Togolais ont besoin actuellement de régime parlementaire. Et qu'il y a un conseil de... Non, ceux qui sont là actuellement, ce n'est pas de l'opposition, c'est la mouvement. Donc, est-ce qu'ils reconnaissent qu'ils ne font pas du bien? Puisque quand on dit que les choses ne marchent pas avec l'ancien système, donc c'est eux qui n'ont pas bien fonctionné. Si c'est eux, qu'on change de gens pour que les choses aillent bien, et non les institutions. Parce que ce qui se font là, ce qui se fait plutôt là, je pense que ça n'a pas arrêté de sens. Parce que les mêmes personnes qui dirigent le pays changent de régime et disent que l'ancien ne marche pas. Mais qui a dirigé que ça ne marche pas? C'est vous.
Alors, personne pour qui vient diriger. On verra si ça marchera. Oui, puisque moi, c'est ça le souci. Et moi, c'est pourquoi je dis que là où j'accuse les partis politiques, normalement, et bon, je l'ai fait ici des fois aussi, normalement, il ne doit pas céder parce que ce qu'il s'est fait, et c'est anormal, on doit faire un débat politique en bonne et due forme. Et comme le gouvernement a eu le génie de mettre en place le CPC, ils discutent là-bas, les gens peuvent aller voter au Parlement, parce que ceux qui sont au Parlement sont aussi dans le CPC. Donc, ils doivent quand même faire un travail et que la population comprenne. Parce que les gens, vous allez partout. Même ils ne comprennent pas, Qu'est-ce que vous faites encore? Vous voulez encore nous tuer? Ça n'a pas de sens. Là, actuellement, la population ne comprend rien. Et il faut revenir pour que, au moins, les prochains députés là puissent ramener ça sur le tapis. Et puis, un débat en bonne et due forme. Et puis, c'est tout. De toute façon, les Georges Hérault, vous êtes candidat prochainement. On va prier sur la députée. Si vous êtes député, est-ce que ça fait partie des sujets sur lesquels le secteur des leaders émergents réfléchit, hein? Samuel, je t'ai déjà répondu qu'on ne connaît même pas le test. Non, je dis, vous êtes candidat. Je ne parle pas de ce test actuellement. Ma question dit, si vous êtes élu, est-ce que la question constitutionnelle préoccupe Clé? Mais évidemment que tout va nous préoccuper. Si nous sommes à l'hémicycle et que nous avons connaissance d'un certain nombre de choses, nous allons l'analyser par rapport à notre vision et nous allons donner notre vision. Mais je suis par quand rapport, même surpris. Par rapport, non, c'est pas une surprise. Non, ce qui me surprend, c'est que votre parti dit n'avoir pas connaissance du test. Non, on n'a pas de connaissance. Ce que je dis, c'est une vérité. Parce non, que mais vous devez virer celui qui est en charge des affaires politiques du parti. Non, c'est pas qu'on va le virer. C'est parce qu'il ne joue pas bien son rôle là. Les tests qui sont votés. Les tests qui sont votés à l'Assemblée. Des mécanismes pour être informés des choses. C'est lequel? Si ça circule même dans les médias, depuis que c'est adopté, ça circule dans les médias, tout le monde en parle. Samuel, les professeurs de droit sont venus sur les médias. Samuel, je m'étonne que le chef de la commission de l'Assemblée est venu expliquer clairement à la télé. Expliquer les choses. Samuel, vous savez, il y a des canaux officiels pour avoir un test. Et donc, nous sommes en train d'emprunter ça. Mais s'il y a certains qui l'ont eu, vous savez, les députés sont à l'Assemblée nationale. Il y a des gens qui ont des relations personnelles avec ces députés-là qui peuvent l'avoir officieusement, peut-être, je me dis. Bon, mais il y a eu des travaux de pédagogie. Les gens sont venus expliquer à la télé. Ils ont fait la demande. Donc, vous ne devez pas quand même s'offusquer par rapport... on est étonné, on n'est pas offusqué. En fait, ce que les gens, si vos militants vous demandent sur le terrain, maintenant on n'est pas informé de ça. Ce qu'on note, Samuel, ce qu'on note. Non, il n'y a rien à noter. Vous allez dire à vos militants, on n'est pas informé de ça. Ce qu'on note en clé, c'est que il y a un certain nombre de choses que... En fait, si laisse-moi te donner cet exemple que tu fais dans ton département aujourd'hui et quel que département? Le département, peut-être tu es en charge de l'émission Le Monde en 7 et que tes collègues qui sont dans l'autre département veulent t'imposer ce que toi tu dois faire ici. En fait, il y a ce problème-là dans notre pays. Où est-ce que vous voulez en venir? Je voudrais en venir du fait que quand nous parlons, vous parlez tous, ou bien ceux qui interviennent pour dire l'Assemblée a pu faire ceci, aura pu faire ceci, alors que c'est cette Assemblée qui a été élue. Et Akleso vient de dire tout à l'heure qu'il n'y a pas un certain nombre de partis qui sont représentés à cette Assemblée. Alors qu'en 2018, quand nous avons dit, ici sur ce plateau, en 2018, tu m'as reçu dans l'invité, quand je demandais aux partis de l'opposition de participer à cette élection, parce que nous l'avons participé, le peuple ne nous a pas choisi pour aller à l'Assemblée. Donc, ceux qui sont à l'Assemblée, c'est leur job de parler de la Constitution. Nous ne sommes pas pressés aujourd'hui. Respecter toutes les procédures de comment parler. On n'a pas dit aujourd'hui. Ça ne répond pas. On n'a pas dit le président Ford n'est pas président de la République encore. Non, si on communique demain, il n'est plus président. Cela aussi, il faut des démissions. Qui vont élire le président de la République. C'est maintenant qu'il faut
ça, les ministres, Merci, il n'est pas élu, il est désigné. Il y a une différence. Merci, Georges. au Parlement. Merci, Samson. Merci à toi aussi. Et merci à Clesson. Merci beaucoup. Merci à tous. Moi, je Vous avez gagné.